Un psychologue connaît peu de questions aussi attirantes que celle du rapport entre santé et philosophie. Et au cas où il tombe lui-même malade, il entre dans sa maladie en y apportant toute sa curiosité de scientifique. On a en effet nécessairement à supposer que l'on soit une personne, la philosophie de sa personne. Mais il y a là une différence considérable. Chez l'un, ce sont les manques qui philosophent. Chez l'autre, les richesses et les forces. Le premier a un besoin impérieux de sa philosophie, que ce soit comme soutien, soulagement, remède, délivrance, élévation, détachement de soi. Chez le second, elle n'est qu'un beau luxe, dans le meilleur cas, la volupté d'une reconnaissance triomphante qui doit finir par s'inscrire en majuscules cosmiques au ciel des concepts. Dans l'autre cas, plus fréquent toutefois, lorsque ce sont les états de détresse qui font de la philosophie, comme chez tous les penseurs malades, et peut-être y a-t-il une majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie, qu'adviendra-t-il de la pensée qui se trouve soumise à la pression de la maladie? Voilà la question qui importe pour le psychologue. Et ici, l'expérimentation est possible. Michel Onfray, vous partez du principe que Nietzsche invente une nouvelle philosophie qui intègre le corps. Oui, il est un philosophe qui, le premier, dit ces choses-là clairement, même si tous les autres ont pratiqué dans ce sens. C'est évident que Nietzsche découvre une vérité qui existe déjà bien avant lui. Il pense que la philosophie, c'est d'abord la confession d'un corps, c'est d'abord une autobiographie, qu'on écrit à la première personne, que c'est le moi qui parle, que c'est le moi qui pense d'une certaine manière, et que toute philosophie procède de cette logique-là. Alors bien évidemment, il y a des gens qui ont passé leur temps et leur énergie à cacher ça, à gommer le jeu et le moi, à faire de telle sorte que n'apparaissent que des concepts qui seraient descendus du ciel et qui seraient tombés du ciel. Nietzsche lui dit, c'est pas du tout comme ça que la pensée fonctionne, elle ne procède pas de cette manière-là, elle provient d'un corps, et lui revendique ça nettement. Alors il y a bien évidemment quelques individus derrière une pensée comme celle-ci, lui la formule clairement, mais Montaigne a déjà pratiqué sur ce terrain-là, d'une certaine manière le Saint-Augustin des Confessions. Il y a aussi, on pourrait considérer que les grandes écoles de l'Antiquité, aussi bien Épicure que Sénèque, les épicuriens ou les stoïciens, sont aussi des individus qui philosophent à la première personne et qui mettent en avant un corps douloureux, un corps qui souffre, un corps qui vit, un corps malade, un corps blessé, un corps joyeux, un corps rempli d'énergie. Nietzsche est le premier qui fait une synthèse de tout ça et qui dit voilà, moi j'assume pleinement cette évidence-là. Le corps, c'est ce qui philosophe a priori, et on doit pouvoir le dire très précisément et très clairement. Voilà pourquoi dans l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche, on rencontre des considérations à la première personne. Et Nietzsche est quelqu'un qui dit très précisément « je », ne le gêne pas, il n'est pas chrétien, donc il ne croit pas comme Pascal que le moi soit haïssable, et il parle de son père, il parle de sa mère, il parle de son enfance, il parle de ses voyages, il parle de ses douleurs, de ses souffrances, de ses maladies. Il parle de ses déplacements, il parle des endroits où il se trouve, enfin il parle à la première personne, et à partir de cette confidence ou de cette autobiographie, il induit une vision du monde, un système qu'il propose à la lecture de qui voudra. Comment le corps du lecteur reçoit-il le corps du philosophe ? Alors c'est vrai que la question du corps comme producteur d'une pensée suppose aussi la question du corps comme récepteur de cette pensée. C'est une idée extrêmement importante, parce que, soit dit en passant et entre parenthèses, elle rend possible Marcel Duchamp en esthétique et rend donc possible toute l'esthétique du XXe siècle. Enfin, c'est quand même une idée essentielle, cette idée nietzschéenne. C'est la question de la perspective. J'écris une chose, mais il y a en face de moi quelqu'un qui va lire cette chose, et comment ce quelqu'un va-t-il lire mon propos? Comment est-ce que je suis reçu, puisque j'envoie un message que j'écris, que j'y crois, que je le publie, et même si Nietzsche a eu des difficultés immenses à se faire publier, à se faire éditer. Il a vendu quelques petits misérables exemplaires de ses livres de son vivant, mais il n'a pas trouvé de lecteur. Enfin, c'était sa grande souffrance, c'était sa grande douleur. Voilà pourquoi il considérait que le corps d'autrui n'était pas prêt, qu'il écrivait non pas pour tout de suite, c'est-à-dire 1871 pour le premier livre, enfin pour la naissance de la tragédie, et 1888 pour les derniers, allons-y pour Ecce Homo. Il sait qu'il écrit dans son siècle, mais qu'il ne sera pas compris dans ce siècle-là. Il considère que le siècle suivant sera son siècle, c'est-à-dire le nôtre, celui qui vient de s'achever, le XXe siècle. Il considère que peut-être après encore, il y aura des chaires pour enseigner sa philosophie, que des gens seront capables à ce moment-là de le lire, de le comprendre. Il pense, lui, que son corps est tellement performant, que c'est une machine tellement performante, et je crois qu'il a complètement raison, qu'il lui sera difficile de son vivant de rencontrer des corps aussi performants pour le saisir, pour le comprendre et pour rentrer dans sa philosophie. Donc il va au devant de malentendus, il le sait. Il considère qu'effectivement
Les gens qui auront entre les mains le Zarathustra, par exemple, ne le comprendront pas, que peut-être 2 ou 3 personnes dans une génération ou dans une époque seraient à même de pouvoir déchiffrer l'énigme du Zarathustra. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui, en son temps, lui ont fait signe, Taine en France, Strindberg, dans les pays scandinaves, qui lui ont laissé croire que peut-être des individus seraient capables un jour de le comprendre, mais pas tout de suite. Et ça, c'était sa grande douleur, de ce savoir posthume, c'était son expression. Donc le corps de l'autre, qui soit à même de comprendre le corps de Nietzsche, c'est finalement aussi une grande déception, c'est un grand désir, c'est une grande aspiration. Nietzsche souhaitait des semblables, il n'en a jamais trouvé. Est-ce que finalement la qualité de sa pensée ne va pas au-devant d'une difficulté majeure sur ce terrain-là? Est-ce qu'un philosophe comme Nietzsche ne peut pas être lu et compris par une poignée seulement au détriment des autres qui sont destinés au malentendu, vraisemblablement? Je pense que la qualité de la pensée de Nietzsche, c'est ses dissimulations volontaires, son ironie, son humour, sa qualité littéraire, son désir de s'installer sur le terrain poétique, bien que pratiquant la philosophie. Enfin, tout ça fait que le corps de Nietzsche est allé sur les cimes et qu'il savait en son temps et à son époque que les gens étaient plutôt dans la vallée. En même temps, le corps de Nietzsche, enfin ce que raconte le corps de Nietzsche est un état quasi permanent de souffrance, un état d'où le plaisir est relativement absent. Et comment un philosophe comme vous, Michel Onfray, hédoniste, jouisseur, écrivant Le ventre du philosophe, La raison gourmande, L'art de jouir, comment arrivez-vous à vous identifier, vous, philosophe hédoniste, à la souffrance physique de Nietzsche? Il me semble que le vrai corps performant en matière de philosophie, c'est un corps capable d'hyperesthésie. C'est un corps déchiqueté, c'est un corps souffrant, c'est un corps joyeux aussi, c'est un corps décorché. Il ne peut pas fonctionner véritablement sur le terrain de la philosophie ou de l'art au sens large du terme, parce que je pense que la philosophie fait très précisément partie de l'art. On ne peut pas fonctionner si on n'a pas un corps particulier, une espèce de machine extrêmement performante qui fait que on sent mieux, on voit mieux, on entend mieux, on est dans la différence à l'endroit d'autrui, c'est-à-dire que ce que l'autre ne voit pas, soit on le voit, ce que l'autre n'entend pas, soit on l'entend. Enfin, Nietzsche a fait un éloge des 5 sens, en disant que lui avait des oreilles particulières, un nez particulier, qu'il avait un sens tout à fait particulier de la distinction et de la compréhension et de la perception du réel. Il a fait donc un éloge du corps comme une machine enregistreuse, et ça ne peut pas ne pas me plaire. C'est-à-dire qu'un individu qui remet le corps en son centre, et non pas le corps idéal, mais le corps réel, c'est-à-dire le corps qui est un corps sensuel, le corps qui est pourvu de 5 sens, ça je trouve que c'est une magnifique révolution dans l'histoire de la philosophie. Alors Nietzsche m'intéresse pour cette raison-là, d'une part, et d'autre part parce qu'il rend possible une pensée qui sera l'hédonisme. Enfin, je veux dire, c'est assez immodeste de se mettre en perspective, mais si je pense sur le terrain de l'hédonisme, c'est parce que Nietzsche a rendu possible cette question-là. Je suis nietzschéen, c'est-à-dire je suis pas Nietzsche, je suis pas tenu d'assumer la maison Nietzsche en totalité, de la cave au grenier, en disant l'éternel retour, je dois prendre ça pour moi, le surhomme, je dois prendre ça pour moi, je dois défendre ces questions-là. Nietzsche disait un bon maître, celui qui apprend à ce qu'on se déprenne de lui. J'espère que je suis Nietzsche en ce sens, c'est-à-dire que j'ai gardé l'essentiel en me déprenant de lui. Il est bien évident que l'hédonisme que je mets en avant aurait été considéré par Nietzsche comme un signe d'impuissance, un signe de décadence, un signe de nihilisme, enfin quelque chose qui signerait une époque sans valeur ou dépourvue de sens. Bon, en ce sens, la pensée de Nietzsche m'intéresse parce qu'elle remet le corps au centre, elle remet le corps sensuel au centre, et puis elle rend possible aussi une pensée qui ne sera pas purement et simplement la reprise de ces grands thèmes ou de la thématique classique qu'on enseigne aujourd'hui. Maintenant, je sais l'art de renverser les perspectives. J'ai le tour de main qu'il demande. Première raison pour laquelle je suis peut-être le seul à pouvoir opérer une transmutation générale des valeurs. En effet, non seulement je suis un décadent, mais j'en suis encore le contraire. De mon désir de guérir, de ma volonté de vivre, je tirais ma philosophie. Car qu'on y fasse bien attention, ce fut pendant mes années de moindre vitalité que je cessai d'être pessimiste. L'instinct de la conservation m'interdisait une philosophie de la pauvreté et du découragement. Et à quoi reconnaît-on au fond la bonne conformation? Au plaisir que nous procure l'individu bien conformé, à ce qu'il est taillé d'un bois à la fois dur, tendre et parfumé.
Il n'aime que ce qui lui fait du bien. Son plaisir et son envie cessent dès qu'il dépasse la limite de ce qu'il lui faut. Si quelque chose lui nuit, il devine le remède. Il fait tourner la mauvaise fortune à son profit. Tout ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Il fait instinctivement son miel de tout ce qu'il voit, entend et vit. Il est un principe de sélection. Il laisse tomber bien des choses. Les hommes, les livres, les paysages ne l'empêchent pas de rester toujours en sa propre société. Il honore en choisissant, en acceptant, en faisant confiance. Il ne réagit aux excitations de tout ordre qu'avec cette lenteur qu'il tient de ses disciplines. Une longue circonspection et une fierté voulue. Il ne croit ni à la malchance, ni à la faute. Il sait venir à bout de lui-même et des autres. Il sait oublier. Il est assez fort pour obliger tout à tourner à son profit. Décidément, je suis bien le contraire d'un décadent, car c'est mon portrait que je viens de faire.